Bienvenue pour cette session de cet après-midi. Donc, je suis Didier Schwab, je suis nouvellement directeur de la partie formation du MIAI Cluster depuis début avril. Et donc, je vais animer cette session cet après-midi. Donc, on a vu la partie scientifique ce matin, donc avec un gros aspect sociétal, hein, mais la formation, évidemment, c'est vraiment très important. Hein. Acculturer la société à l'IA et aussi, et donc c'est ce qu'on verra cet après-midi, nos étudiants, nos étudiantes. Et donc c'est de ça dont on va parler. Et donc je laisse la parole à Nourdine Azaoui. Je te laisse t'introduire, te présenter. Je ne sais pas si ça marche, mais si, on t'entend. Ça marche, ok. Bon, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Nourdine Azaoui, donc je vais vous présenter le Master Intelligence Artificielle qui est coporté par l'UFR de mathématiques et l'ISIMA, c'est une école d'ingénieurs à Clermont. Donc, je voulais juste dire une anecdote sur ce master-là. Donc, il a vu le jour grâce au MIAI Days de 2024, parce qu'il y avait un collègue qui était venu du ministère pour nous expliquer ou pour nous dire les nouvelles mentions de master qui allaient apparaître en 2024. Donc, on avait sauté sur l'occasion. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle partout dans la société, donc on a sauté sur l'occasion pour faire labelliser ce master au niveau de l'ISIMA. Voilà. Donc, pourquoi ce master? Donc, c'est pour répondre à un besoin scientifique et à un besoin pédagogique et aussi un besoin sociétal au collectif. Donc, l'idée, c'est d'avoir des profils ou des étudiants qui sont capables de comprendre des systèmes IA, donc créer des systèmes IA performants en utilisant des modèles mathématiques qui garantissent par exemple la convergence et puis la qualité de système IA. Donc il y a un besoin pédagogique parce qu'on voulait avoir une vision claire orientée vers l'IA au niveau du site, avec une spécialisation très claire au niveau de l'intelligence artificielle à Clermont. Et donc, il y avait un besoin aussi sociétal au niveau de tissus, on va dire, socio-économiques et universitaires au niveau du site clermontois. Voilà, donc l'idée, c'était de former des étudiants qui sont capables d'innover, mais pas seulement utiliser des outils qui existent déjà. Voilà. Donc, grâce à un écosystème qui existe sur l'université Clermont-Auvergne, donc à la fois un socle mathématique, ou académique, pardon, donc à l'université de Clermont. Donc il y a l'UFR de mathématiques qui comporte ce master, les IMA, qui est une école d'ingénieurs spécialisée en informatique et en modélisation, et puis le laboratoire de mathématiques Blaise Pascal et le LIMOS ainsi que l'Institut Pascal. Donc la création de ce master a bénéficié du soutien du MIAI et de la nouvelle fédération Data for IA de Clermont qui a été créée cette année. Donc le rôle, c'est d'avoir, ou le but, c'est d'avoir, ou le rôle, on va dire, structurant de cet écosystème a permis d'offrir une formation exigeante, à la fois interdisciplinaire et connectée avec les besoins de la région et du site. Voilà. Donc pour décrire un peu rapidement l'objectif de la formation, c'est d'essayer de former des profils ou des étudiants qui sont capables de construire un système IA du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire à partir de la modélisation, donc utiliser les outils mathématiques pour formaliser et tester ou vérifier les hypothèses si ça marche ou pas. Donc la deuxième chose, une fois qu'on a défini un formalisme et un modèle avec des paramètres, il faut qu'on soit capable de les apprendre ou les estimer, par exemple, à partir des données, utiliser des méthodes optimales qui permettent d'avoir ces paramètres-là et éventuellement s'adapter à des contraintes. Et puis, il faut qu'on puisse mettre en place des algorithmes efficaces qui sont capables de répondre à la question et puis estimer les paramètres de manière efficace à partir des données. Et la partie informatique consiste à implémenter des solutions scalables et puis reproductibles pour le système IA qu'on
créer. Et finalement, donc la dernière partie, c'est l'évaluation de ce système IA. Il faut qu'on soit capable de vérifier la fiabilité de ce système-là et regarder est-ce qu'il y a des biais, est-ce qu'il est interopérable, est-ce qu'il respecte les usages et l'éthique, etc. Donc, si on veut résumer, donc il y a 3 ingrédients qui sont les mathématiques pour formaliser, l'informatique pour produire le produit IA, et puis l'informatique pour la mise à l'échelle, et puis les algorithmes pour produire faire des calculs. Donc le but c'est d'avoir une chaîne complète du problème jusqu'à la solution IA finale. Donc pour le positionnement, on va dire, scientifique de ce master-là, donc le but, c'était pas de venir concurrencer les formations qui existaient déjà, parce qu'on a des masters en mathématiques appliquées, en statistiques, il y a des masters en informatique, mais le but, c'était pas de créer une nouvelle formation, donc une autre formation qui fait exactement la même chose, mais l'idée, c'était d'avoir une formation qui est clairement orientée vers l'IA, mais qui ne fait pas des guerres de chapelle. Donc, les mathématiciens, ils vont avoir leur formation. Ça ne va pas concurrencer les formations qui sont existantes, mais par contre, ça va permettre de les faire travailler ensemble, et puis pour avoir une formation originale qui répond à la question de l'IA. Donc, pour simplifier, donc la partie mathématique, c'est pour le formalisme et puis les tests des hypothèses. L'algorithme, c'est pour transformer le modèle en calcul efficace. Et puis l'informatique, c'est pour la scalabilité, donc la mise à l'échelle, etc., etc. Donc, la politique de création de ce master-là, c'était de ne pas opposer les mathématiques et l'informatique, mais surtout pour les faire travailler ensemble pour optimiser ou pour trouver des solutions IA qui sont optimales. Pardon. Voilà. Donc pour le contenu scientifique, donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est surtout, on va dire, il y a cinq parties complémentaires. Donc il y a la partie maths de l'IA, donc tout ce qui est probabilité, statistique, optimisation, donc géométrie des données, etc. Donc il y a l'algorithmique pour étudier la complexité des algorithmes, les théories des graphes, faire des simulations, faire des apprentissages, etc. Et puis la partie informatique, tout ce qui est programmation, production de code, calcul, le développement de génie logiciel, etc. Et puis tout ce qui est propre à l'IA, tout ce qui est apprentissage automatique, le machine learning, le deep learning, et le réseau de neurones, et ainsi de suite. Et puis, à la fin de la formation, il y a des applications par domaine, donc des projets, le développement de projets industriels, puis stage, alternance, et puis la production de ce qu'on appelle de l'IA responsable. Donc l'idée, c'est de voir une solution IA comme quelque chose de global, dans sa globalité, et pas seulement d'un point de vue informatique, d'un point de vue mathématique, etc. Pour la formation, donc il y a deux socles principaux. Donc le premier, donc c'est le M1, donc c'est tout ce qui est donc la première année qui consiste à donner les bases théoriques, mathématiques et informatiques, afin que les étudiants aient les méthodes nécessaires pour avancer dans le domaine de l'IA. Et puis il y a une partie plus orientée vers l'approfondissement, éventuellement vers la recherche, donc en IA, qui est en M2. Donc, et puis il y a une partie professionnalisation qui est liée au stage, à l'alternance, et puis le développement de hackathons ou des mises en situation professionnelle. Voilà. Donc la pédagogie, on va dire la logique pédagogique, c'est en première année, donc c'est pour stabiliser déjà les prérequis pour accéder à ce master-là, et puis après développer des méthodes beaucoup plus poussées pour aller plus loin dans le développement des compétences des étudiants. Donc pour simplifier, donc c'est les compétences, on va dire, nécessaires ou à la fin qu'on devrait obtenir à la fin de la formation, ça consiste à formaliser un problème IA avec des langages mathématiques. Donc il faut être capable de choisir un modèle optimal qui permet de répondre à une question donnée, et puis évaluer la qualité, la fiabilité, la robustesse des solutions qu'on vient de donner. Et puis il y a un savoir technique qui est concevoir des algorithmes,
fiables et pouvoir les maîtriser, regarder la qualité de leur convergence et puis le coût de calcul qu'ils vont produire. Et puis la partie implémentation proprement dite qui consiste à créer les logiciels, traiter les données, comment les récupérer et puis les exploiter par la suite et vérifier si nos programmes sont reproductibles ou pas. Et puis, il y a une partie qui est très importante, qui est la communication des résultats. Donc, il faut qu'on soit capable d'expliquer les modèles mathématiques de manière approfondie pour des spécialistes et de manière simple et accessible pour le grand public. Donc, ça, c'est une qualité qui est très importante pour nous aussi. Donc, je donnerai ici un exemple d'expérimentation qu'on a essayé cette année, c'est de créer un hackathon industriel, c'est en collaboration avec des collègues chercheurs ou bien avec des entreprises qui vont venir avec un problème industriel ou un problème de recherche. Donc, ils vont l'exposer à des étudiants. Donc, ces étudiants vont essayer d'étudier le problème, le comprendre, le modéliser, le formaliser, et puis proposer des solutions, des algorithmes qui permettent de répondre à la question. Et puis, en donnant des solutions d'implémentation et d'évaluation de leurs solutions. Voilà. Et donc l'évaluation se fait par un rapport scientifique, les codes sources que les commanditaires vont expérimenter, évaluer, et puis les retours. Est-ce que les étudiants sont capables de défendre les idées qu'ils ont développées d'un point de vue théorique, scientifique, ou d'un point de vue de la réalisation proprement dite. Donc, pour finir, l'idée, c'est d'avoir une formation pionnière, parce qu'on était parmi les premiers à avoir développé ce master, parce qu'on a la mention intelligence artificielle, c'est différent d'un parcours, et puis avoir une identité claire donc, de développement de compétences en IA, donc propre à l'IA, et puis il y a une dynamique collective au niveau du site, que ce soit au niveau de la formation, la recherche, le développement de projets, alternance et interaction avec le monde socio-professionnel. Et donc, je crois que je n'ai pas le temps de montrer un petit peu ce qu'on a obtenu cette année ou l'attractivité de ce master au niveau de mon master. On a eu 500 candidatures au niveau de la France. La plupart sont en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, je passerai rapidement, parce que je crois que j'ai dépassé le temps. Voilà. Donc, si vous avez besoin de discuter après, donc on peut en parler. Merci. On a le temps pour une seule question. Hein. Chaque orateur a un quart d'heure, question incluse. S'il n'y a pas de questions, on va passer à l'orateur suivant. Et après, de toute façon, il y aura une pause. Donc, merci, okay, merci beaucoup. Merci. On m'avait dit que... N'hésitez pas. Je croyais que c'était 15 minutes de présentation. Oui, c'était 15 minutes, tout à fait, c'est ça. Donc, on t'écoute, Flavien, de la faculté de droit, Université Savoie-Mont-Blanc. Presque. Merci. Donc, je ne suis pas de la faculté de droit. Je suis de l'autre côté Polytech, côté informatique. Donc, je vais vous présenter le master Sciences in Law and Informatics, qui est un master porté par la faculté de droit en collaboration avec Polytech, Annecy Chambéry. Donc, comme vous l'aurez compris, moi je suis le représentant de Polytech et Mota Harey est à la fac de droit. Alors, pour cette présentation, assez rapidement, je vous présenterai un contexte, les objectifs du projet, puisque le master n'est pas encore ouvert, il ouvrira en 2027, les métiers que l'on vise à travers ce master, ce nouveau master. Je vous détaillerai un peu le projet, comment est-ce qu'on veut monter ce master, et je vous présenterai quelques points importants du programme. Donc, si vous êtes ici, vous le savez, d'un point de vue général, au niveau technologique, on a une accélération de l'implantation des technologies, en particulier l'IA.
au sein de notre société, avec une IA qui devient de plus en plus ubiquitaire, avec des problèmes technologiques qui évoluent, mais également des problèmes réglementaires qui sont traités au niveau français et européen à travers différents textes de loi. Le DSA, le DMA, je ne vais pas rentrer en détail. Au niveau français, on a la loi de 2024 qui vise à réguler l'espace numérique. On a l'IA Act également en 2024 au niveau européen et le DFA qui va arriver. Donc il y a beaucoup de choses qui évoluent très vite. Et on se rend compte que dans ces systèmes numériques, entre les informaticiens et les juristes, on n'a pas tout à fait le même code. Je suis assez fier de mon jeu de mots. Et c'est une réalité. Alors la genèse de ce projet date d'il y a assez longtemps, moi je n'étais pas dedans. C'est un juriste qui a dû réaliser des contrats pour des produits numériques pour les Jeux Olympiques. Et ces produits numériques se basaient sur la blockchain. Donc naturellement, le juriste n'avait pas les compétences pour. Il s'est entouré d'informaticiens, d'ingénieurs qui lui ont expliqué comment fonctionnait la blockchain. Et c'est là que le problème a commencé. Donc notre objectif, c'est de former des juristes. Ça reste un master en droit. On veut qu'à l'issue de la formation, ils soient capables d'intégrer les dimensions juridiques, naturellement, mais également technologiques, éthiques et sociétales liées aux produits numériques. Donc, on souhaite qu'ils soient capables d'interagir en amont, c'est-à-dire dans les projets, d'anticiper les risques. On le sait d'un point de vue informatique, que plus les risques sont anticipés tôt, moins ils ont de coûts. De contribuer à la régulation, à l'intégration du droit, de la loi dans le système numérique dès le départ. L'objectif, c'est qu'ils soient au cœur du processus, dès la conception, dans le déploiement, puis tout au long de la vie, tout au long du cycle de vie des produits numériques, intégrant de l'IA en particulier. Les métiers qui sont visés à travers ce master... d'accord, pardon. Les métiers qui sont visés à travers ce master sont tous les métiers du droit où le numérique et tous les métiers où le numérique et le droit s'entremêlent fortement, donc tous les métiers liés à la compliance by design, les audits, les délégués à la protection des données, la gouvernance technologie, donc plus d'un point de vue politique. On pourra en discuter après. Je ne vais pas rentrer en détail sur les différents points. Le projet que l'on met en place ici donc, a objectif d'ouvrir il ouvrira en 2027 avec un Master 1 sous statut étudiant uniquement. Je vous présenterai un peu plus en détail le contenu qu'on pense mettre dedans pour le Master 1. Un Master 2 sous statut étudiant et apprenti pour avoir les deux volets, un volet plus industriel et un volet plus recherche pour les étudiants, qu'ils puissent faire leur choix. Donc la formation sera principalement une formation pour former des juristes, mais on se laisse ouvert notamment sur des DU, par exemple, de droit numérique. L'Université de Savoie est dans UNITA et on a des facilités pour des échanges. Donc l'objectif, c'est également de pouvoir accueillir des étudiants d'autres universités d'UNITA au sein du master. Et pour moi, qui suis plus du côté ingénieur, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse mettre une coloration également à des ingénieurs, puisque notre formation en ingénierie est sur de l'informatique de la donnée et de l'usage de la donnée. Donc on a déjà quelques piliers de ce master dans notre formation. Il nous manque le côté droit. Donc j'aimerais qu'on puisse leur donner cette possibilité sur une année de plus, une spécialisation dans le droit du numérique. Donc la construction, comme vous l'avez compris, donc moi je ne suis pas juriste et je présente un master de droit, c'est une co-construction droit et numérique, mais une vraie co-construction entre la faculté de droit et Polytech, avec une ambition d'avoir des cours qui soient en ordre de grandeur 50% droit, 50% numérique. Donc les étudiants que l'on va intégrer dans ce master sont principalement des étudiants de licence de droit. On ouvrira également aux ingénieurs IDU, informatique données usage, l'objectif n'étant pas d'en faire des juristes.
quand on a fait 5 ans de numérique, ce n'est pas en faisant un master qu'on devient juriste. C'est plus pour leur apporter une coloration, une spécialisation. Et on ouvrira également aux étudiants d'UNITA. Alors, si je rentre un peu plus dans le programme, pour le Master 1, comme l'objectif c'est d'avoir quelque chose qui est entre le droit et le numérique, on aura forcément une harmonisation des bases juridiques et numériques et technologiques de manière générale. C'est-à-dire que les étudiants qui viennent de licence en droit auront des remises à niveau ou des formations plus sur le numérique, l'informatique de manière générale. Et les étudiants qui viennent de filières qui ne sont pas des filières de droit auront des remises à niveau pour tout ce qui est droit. Cette première année de master aura pour objectif principal, assez global, d'initier le dialogue interdisciplinaire entre le droit et le numérique, que les étudiants de droit comprennent le langage des informaticiens et inversement. Au niveau plus cours profond de la formation, on aura une introduction principale sur les grands champs de la régulation numérique. Dans les exemples, je ne vais pas vous les détailler, ne vous inquiétez pas. Je vais simplement prendre l'exemple de la responsabilité algorithmique et IA, qui sera un cours co-construit, puisque assez naturellement, pour pouvoir comprendre l'algorithmique et l'IA, on a une partie numérique à comprendre, mais pour tout ce qui est partie régulation, on a une partie droit. Donc l'objectif, c'est que les étudiants intègrent les deux dimensions à travers le cours. Et donc on a tout un autre ensemble de cours qui seront co-construits. Certains seront purement informatiques et d'autres purement droit. Le M2 se focalisera un peu plus sur la consolidation de l'approche croisée droit technique sur des domaines émergents, sur des nouveaux domaines. On renforcera la dimension pratique et internationale. On pense offrir aux étudiants la possibilité d'aller faire un semestre ou une année à l'étranger. C'est des choses qui sont facilitées au sein de l'université à travers UNITA. Donc on va s'appuyer dessus. Et donc on a déjà des contacts, notamment au Canada, des possibilités pour pouvoir essayer de mettre des échanges en place avec eux. Donc l'objectif du Master 2 également, ce sera de préparer leur insertion professionnelle ou recherche à travers soit de l'alternance, soit des stages et des projets de recherche. Vous remarquerez également que sur ce Master 2, les cours sont également la plupart des cours qu'on construit, voire quelques cours un peu plus spécifiques sur un seul domaine. Donc, pour conclure, l'objectif particulier, c'est réellement de construire un master droit numérique. Ce n'est pas un master de droit avec une coloration numérique, ce n'est pas un diplôme d'ingénieur avec une coloration de droit. On a pour objectif de former des juristes qui soient capables de parler le langage du droit, des juristes, et qui soient capables de parler avec des informaticiens. Alors, j'insiste énormément dessus parce qu'on le sait, il y a déjà eu il y a déjà eu des projets de recherche sur cette problématique entre le droit et le numérique, et la difficulté principale qui ressort, c'est toujours le langage de communication entre les deux domaines. C'est le plus gros point de vigilance. Derrière, notre objectif, c'est de faire former des juristes sur des métiers de compliance, d'audit ou de gouvernance technologique. Merci. Merci. J'ai été rapide. Comment ? J'ai été rapide. Sur le timing, c'est parfait. Il nous reste, on a à peu près 4 minutes si on veut poser des questions. Et s'il n'y a pas de questions, éventuellement tu pourras compléter en donnant des informations que tu n'aurais pas eu le temps de donner. Des futurs candidats à ce master dans la salle ? Non ? Des questions de collègues ? Ça vous inspire ? Ah, très bien, des questions. Alors, sur la graine initiale, c'est un problème de juriste.
qui dans certains cas, doivent réaliser des contrats qui intègrent des dimensions numériques, des dimensions d'IA, des dimensions informatiques, et ils n'ont pas du tout les compétences pour. Et à côté de ça, n'ayant pas les compétences, il va s'entourer d'experts du domaine, des informaticiens qui ne connaissent rien au langage juridique. Alors je ne sais pas si vous avez déjà eu l'expérience, moi je l'ai déjà eu à plusieurs reprises, d'échanger avec des juristes sur des contrats, c'est pas facile. Je ne parle pas leur langage, ils ne parlent pas mon langage, ils me posent des questions, je réponds, je sens bien que la réponse ne leur convient pas parce qu'ils ne comprennent pas la réponse, je pense que je n'ai pas compris la question non plus, et donc je pense qu'il y a comme on dit, il y a un trou dans la raquette ici. Donc il y a un besoin, il y a des demandes qui se font au sein de certains cabinets. Une autre question? Où ça? Là-bas, j'arrive avec le micro. Qui c'est qui veut la... Celle-là, ça a été un peu rapide. Ah, c'est toi. Moi, je voudrais savoir quel type d'entreprise ont identifié ce genre de besoin. Alors, les entreprises en question, donc il y a des cabinets d'avocats qui travaillent avec le numérique. Donc eux, forcément, c'est un métier dont ils auront besoin. Les startups qui travaillent sur les nouvelles technologies, c'est un métier qui peut les intéresser parce que soit ils ont un juriste qui est juriste traditionnel, ou alors il pourrait avoir des juristes qui savent leur parler, qui comprennent de quoi ils parlent. Donc toutes les entreprises qui sont sur des nouvelles technologies, ça pourrait les intéresser, d'avoir des gens qui parlent leur langage plutôt qu'un langage qu'ils ne comprennent pas. Et ils ont une obligation d'avoir un suivi juridique sur différents points. Alors je ne pourrais pas rentrer dans les détails parce que je suis qu'informaticien ici, mais... Oui. Dernière question, assez courte, réponse assez courte. Sur la partie co-construction pour des étudiants en droit, est-ce qu'il s'agit seulement d'acquérir une culture commune numérique pour pouvoir parler, pour pouvoir acquérir juste le langage, ou ça peut aller jusqu'à des aspects opérationnels? Et dans ce cas-là, comment se fait le choix de profils d'étudiants pour aller, je sais pas, pour aller sur Python, algorithmique, coder, ainsi de suite? Voilà. Alors, c'est une excellente question à laquelle on va devoir répondre assez rapidement, puisque ça ouvre en 2027. On a notre objectif, on a notre trame. Les cours ne sont pas encore construits, on va commencer à s'y mettre. Par rapport à la formation Polytech qui est juste à côté, il y a de grandes chances que les cours soient principalement du Python, parce que c'est le langage le plus facile à prendre en main. Je ne pense pas qu'on puisse comprendre un concept informatique sans l'avoir mis en pratique. Donc ça veut dire que malheureusement pour eux, ils ont choisi, les juristes feront de la programmation. C'est le but du master également. On ne descendra pas sur d'autres langages. L'objectif, ce n'est pas d'en faire des informaticiens, mais c'est qu'ils aient pratiqué, qu'ils aient mis en œuvre pour comprendre les mécanismes et pouvoir les lier à leur métier de base, qui est juriste. Eh bien, merci beaucoup. On peut applaudir Flavien. Et on accueille Thierry Bollon de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Eh bien, bonjour. Si vous voulez que je parle dans le micro. Donc, moi, je vais vous présenter un master qui existe depuis quelques années maintenant. Ergonomie socio-cognitive des systèmes intelligents. Alors, pour peut-être vous surprendre un peu, c'est un master qui est dans une université de psycho. Alors, je vais quand même rappeler qu'il y a eu un prix Nobel, Herbert Simon, qui a participé à la création de l'intelligence en 1956. C'était un psychologue. Jeffrey Hinton, prix Nobel en 2024. C'est un psychologue aussi. Donc on a peut-être quelque chose à dire. Alors on ne le dira pas tout seul. Hein. Avec ma collègue Sonia Pellissier. Alors, on a commencé à réfléchir, pardon. Oh là, il va bien vite.
On a commencé à réfléchir sur ce master, donc 2018-2019. Je parle pas assez fort? Ah, pardon. Donc, 2018-2019, on a fait un gros travail d'analyse. Alors, le point important qu'il faut retenir, c'est que même si on a réfléchi à ce moment-là, on est obligé de réfléchir toutes les années. Les demandes des entreprises évoluent quasiment d'année en année. Au début, on était très proche de problèmes liés à l'algorithmique, deep learning, etc., etc. Les entreprises nous demandaient ça. Aujourd'hui, c'est très, 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 très différent. Alors, à l'époque, quand on réfléchissait, on était sur les problèmes algorithmiques, les premières réalisations fonctionnelles. Il y avait la Google Car à l'époque, c'était à la mode. Aujourd'hui, on n'en parle quasiment plus. Diagnostic médical, bon, on en parle encore un peu, etc., etc. Et puis, il y avait aussi cette thématique autour du numérique en général. Où, s'il y a numérique, il y a forcément de l'intelligence artificielle ou de l'algorithmique qui va se mettre derrière, l'humain augmenté, etc., que tout allait être connecté, la 5G. 5G, on n'en entend presque plus parler. C'est presque étonnant. Donc, on se posait ces questions. Et donc, on était arrivé à peu près à ça. Ce qu'il faudrait apprendre à nos étudiants, on va voir qui sont nos étudiants après. Donc le fonctionnement cognitif, le fonctionnement mental, peut-être que nos étudiants sont intelligents, que tous les êtres humains sont intelligents, et d'autres êtres vivants intelligents. Le fonctionnement émotionnel, c'était aussi une des thématiques de l'époque. Est-ce que les émotions pourraient améliorer ou pas le fonctionnement d'un individu humain, mais pourquoi pas d'une machine, ça simule les émotions aussi, j'ai fait ça, social, sociologique. Et puis on se posait quand même des questions sur les usages, comment les gens vont accepter ces usages. Pareil, là, en quelques années, ça a complètement changé. Des gens qui vous disaient, mais c'est impossible. Tout le monde, aujourd'hui, a son chat GPT pour ses recettes de cuisine dans le pire des cas. Les recettes ne sont pas très bonnes, etc., etc. Donc, on s'est dit, c'est pas possible. Il va falloir apprendre à nos étudiants beaucoup de choses. Alors, psychologie, en théorie, les psychologues sauraient définir l'intelligence, mais les sociologues nous disent, mais non, pas du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Les gens en communication hypermédia font des choses très, très, très intéressantes, parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'il y ait une interface, un écran, entre celui qui utilise l'IA et l'outil lui-même, la programmation, etc. Donc, on devait leur apprendre à peu près tout ça. Plus, on s'est aperçu que nos collègues de droit, par exemple, ils avaient des choses à nous dire, en tout cas, à apporter à nos étudiants. C'est unanime. Si on prenait tous les stagiaires depuis le moment où le master a été mis en place, toutes les entreprises, tous les services publics ont des problèmes avec le respect de la loi RGPD, etc., etc. Et ils ne sont pas de mauvaise foi. Le pire, c'est qu'ils ne sont pas de mauvaise foi. Bon, sciences de l'éducation aussi, mathématiques, etc., etc. Donc, on a monté une équipe, donc notre petit noyau dur de 14 enseignants qui vont faire un peu tout ça, sur 2 ans, bien sûr, pour amener à nos étudiants un savoir suffisant dans les domaines nécessaires pour pouvoir faire de vraies interventions dans les entreprises, apporter des solutions si possible, ou des organismes publics comme l'armée, etc., etc. Y compris philosophie de l'esprit, c'est quand même eux qui nous expliquent comment on pense. Et si jamais l'intelligence artificielle doit penser, on devrait peut-être s'intéresser à la philosophie de l'esprit. Donc, comment faire? On a fait une analyse de comment on pourrait faire en sorte que nos étudiants acquièrent bien toutes ces connaissances qui ne sont pas de leur discipline d'origine. Alors,
Petite particularité dans notre master, on accepte des étudiants psychologues. Vous imaginez la programmation en Python pour un psychologue, c'est pas le plus simple, et encore Python ça va, hein. Mais on accepte des sociologues, on accepte des infocoms. On n'a pas encore eu d'étudiants de droit, mais on en accepte de X disciplines comme ça, et qui doivent remplir le contrat. Donc on a cherché quelle méthode, les pédagogies inversées, renversées, etc. On a dépouillé toutes les analyses statistiques. Bon, pas grand-chose. On s'est inspiré d'un auteur que j'aime beaucoup, qui travaillait à Harvard, Howard Gardner, un spécialiste de l'intelligence. Lui, c'est un vrai spécialiste et c'est opérationnalisable sur le terrain. Le projet Harvard, c'est il suffit pour qu'un étudiant réussisse brillamment ses études, trouve un emploi, qu'il se définisse son profil lui-même. Donc, on est parti là-dessus et puisqu'on ne peut pas tout leur apprendre, on a choisi par exemple un exemple de pédagogie qui semble très efficace à ce jour. Par exemple, en première année, on prend 8 enseignants de très haut niveau qui vont venir présenter leurs recherches. Imaginons donc au premier semestre, c'est les psychologues qui parlent, une psychologue clinicienne qui va venir leur parler des troubles cliniques, je ne sais pas, la schizophrénie, ce que vous voulez, bipolaire, etc., etc. Et on va les faire travailler sur le cas de la voiture autonome. Ah, les voitures autonomes roulent. Ah, là, c'est pareil, c'est un peu passé de mode. Hein, mais est-ce qu'un schizophrène peut utiliser une voiture autonome? Est-ce que c'est dangereux? Ou est-ce que ça pourrait être un outil thérapeutique? Interviennent d'autres personnes. Je ne sais pas si vous connaissez, sur la cognition incarnée, bien sûr, on pense, avec les 1400 cm3 qu'on a dans notre boîte crânienne, mais une grande partie de notre cognition est aussi dans notre corps, dans nos muscles, etc. On n'a qu'à penser aux sportifs de haut niveau, hein, etc. Et on leur propose 8 conférences de 3 heures qui n'ont rien à voir avec la voiture autonome. La consigne qu'on donne aux enseignants, c'est surtout, vous ne parlez pas de la voiture autonome, vous parlez de ce que vous faites. Et ils ont à faire un dossier de 30 pages en expliquant les apports de la psycho pour concevoir une voiture autonome, mais ça pourrait être un robot de compagnie, ça pourrait être autre chose. Donc ça, c'est le premier semestre. Deuxième semestre, on fait intervenir 8 enseignants, un sociologue, quelqu'un d'infocom, quelqu'un de droit, un matheux ça sert beaucoup, etc., etc. Pareil, ils suivent ces 8 conférences, ils refont un dossier de 30 pages, intégrant tout, hein, de infocom sur la réalité virtuelle, les sociologues qui ont un langage très particulier, etc., mais qui expliquent plein de choses, etc. Et puis on leur demande un dossier en psychologie théorique et IA théorique, les vieux cours de McClelland, etc., etc. On les fait toujours travailler comme ça. Alors, c'est beaucoup de travail pour eux, hein. Et puis, on a des modules de mise en pratique, travail de groupe, etc. Nos psychologues, nos sociologues, qui ne sont pas des informaticiens nés, eh ben, premier semestre de M1, ils font 30 heures de Python, micro-Python. Ils adorent. Ils font 40 heures de robotique intelligente. Ils adorent. Ils se débrouillent. Alors, la raison pédagogique c'est si on veut travailler avec des informaticiens, des roboticiens, etc., il faut comprendre leurs contraintes. C'est trop facile de dire l'objet qui a été construit, l'objet technique, marche pas bien, etc. Hein, si on veut que ça marche, il faut qu'eux arrivent à programmer. Donc, ils sont obligés de programmer des petits robots qui se croisent dans un petit atelier de robotique, hein, qui font de la reconnaissance vocale, qui font de la reconnaissance visuelle, etc., etc. Donc, ça et des études de terrain pour voir comment ça se passe, etc., etc. Et donc, en M1, c'est un parcours classique. Et en M2, on refait à peu près la même chose, mais en plus sophistiqué. C'est une formation en alternance, cette fois,
1 semaine de cours, 3 semaines sur le terrain. Et toujours, des enseignants qui viennent leur faire des conférences de haut niveau, et eux doivent se débrouiller à l'appliquer. Alors, comment on s'en sort? Enfin, eux s'en sortent. Alors, on leur a laissé la possibilité d'être... C'est les débouchés, ce que j'appelle les débouchés classiques, très liés à l'ergonomie classique. Les ergonomes ont l'habitude de travailler avec les informaticiens depuis les années 60, hein, donc c'est une très vieille collaboration en principe. Tout ce qui est interface, etc. On a beaucoup de demandes sur les jumeaux numériques, sur la réalité virtuelle, sur l'homme augmenté, etc., pour des formations, pour des choses comme ça. Donc, là-dessus, on a beaucoup de demandes de la part des entreprises qui s'aperçoivent que la loi RGPD n'est pas respectée, mais que les utilisateurs dans une assez grande entreprise, grosse PME, PMI, ou dans une grosse administration, comme par exemple le département de la Haute-Savoie, etc., eh ben, il y a des usages très farfelus, hein, des outils numériques. Et alors des outils d'IA dans tous les services, secrétariat, comptabilité, etc. Les gens, hein, les administrations s'aperçoivent que les utilisateurs ont tous installé sur leur machine, avec quelques difficultés parfois, mais un ChatGPT, un Gemini, etc., etc. Et puis, ce qui nous intéresse plus, nous, mais après tout, pourquoi pas laisser le premier choix aux étudiants. Nos étudiants vont faire pas mal de conseils en ingénierie cognitive avec les applications IA. Hein, maintenant, toutes les entreprises ont ça, ou presque. Neurosciences cognitives, on a beaucoup. Alors là, c'est notamment la Direction générale des armements qui m'a pris une espèce d'abonnement chez nous, qui nous prend 2, 3, 4 étudiants par an pour leurs problématiques. Alors en théorie secret défense, mais ils sont moins frileux souvent que les entreprises. Ils viennent même intervenir dans nos cours pour former nos étudiants. Donc traitement du signal, tous les signaux humains pour, imaginons, des choses plus simples pour les constructeurs automobiles, détecter la vigilance ou l'endormissement chez un conducteur, des choses comme ça, avec quelques capteurs très bien placés. Si on sait bien faire les mesures, on arrive à faire ça. Et un point, réalité virtuelle. Donc là, ils nous demandent souvent à nos étudiants quel serait le bon scénario pour faire en sorte qu'une formation en réalité virtuelle soit efficace, etc. Et le dernier point que je veux évoquer, c'est qu'on a découvert là, il y a un an et demi, c'est effectivement que nos étudiants se spécialisent pour aller faire de la formation, pas à l'intelligence artificielle en elle-même, mais aux usages de l'intelligence artificielle. Tous les personnels ayant un ordinateur dans une entreprise, une organisation, un service public, ils ont besoin de formation à ça. Alors le fameux prompting, etc., mais les règles liées à la sécurité et autres. Et nos étudiants donc, se placent assez bien, là, même si on est un master assez récent, on doit être à 80%, et surtout, la DGA nous prend beaucoup d'étudiants en thèse CIFRE, les Renault nous en a pris, les camions, Volvo Truck nous en prend, etc., etc. Ils prennent goût à nos étudiants parce qu'ils ont... Alors, ce n'est pas des génies de la programmation, nos étudiants. Certains se sont spécialisés pour faire du traitement du signal, les algorithmes qu'il faut manier, il faut être assez bon. Mais ils savent discuter, alors ça rejoint un peu ce que tu disais, ils savent discuter avec un juriste, ils savent échanger efficacement avec un programmeur, avec un chef de projet, etc., etc. Donc voilà,
en quelques mots notre master, donc, qui a démarré. Alors, on n'a pas eu de chance au démarrage, on a démarré l'année du Covid. Ça a été un peu compliqué pour eux, ils ont beaucoup souffert. Mais on a cette spécialisation et donc chaque étudiant va s'orienter pendant ces 2 ans pour aller plutôt vers réalité virtuelle, plutôt programmation, plutôt robotique, etc. Merci. Ben, merci beaucoup. Des questions ? Pas de questions particulières. Moi, je pouvais en avoir une. J'ai trouvé vraiment intéressant la fin de la présentation, tous les débouchés là qu'il y avait, parce que c'est vrai que autour de l'IA, il y a beaucoup de besoins et de personnes qui ne sont pas justement purement informaticiennes. Voilà, en particulier donc des psychologues spécialistes de l'ergonomie, tout ça, pour apporter un point de vue totalement différent à un public d'informaticiens. C'est à peu près combien de personnes qui deviendraient formateurs? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui monte de plus en plus ou, Alors, là, pour formateur, alors là, c'est un besoin. Alors, c'est pas qu'on l'a détecté, c'est les entreprises qui nous ont demandé. Il faudrait former les gens mais des gens non spécialisés. Hein. On imagine, je sais pas, je connais pas bien, mais un comptable, un chef de projet, quelqu'un qui fait même du secrétariat. Même à l'université, hein, ça existe. Hein. Et comment les aider à faire les bons choix, à bien paramétrer l'application sur ce qu'on veut, sur ce qu'on peut lui demander, ce qu'il faut lui demander de vérifier. Par exemple, ce qui nous demande beaucoup quand les utilisateurs sont un peu plus avancés, c'est de les aider à faire du prompt efficace. En admettant que ce soit vraiment possible, hein. On a toujours ce problème-là. Mais c'est vrai, alors déjà, si on achète une version un peu plus chère, ça marchera mieux. Mais effectivement, j'ai notamment 2 étudiants là, qui sont mis sur le problème du prompting. D'ailleurs, un qui vient d'être embauché à Mélan. Là. Aider les gens à bien prompter dans un milieu professionnel, hein, pas pour leurs petits besoins personnels. Alors, ils peuvent le faire aussi pour leurs petits besoins personnels, hein, à bien prompter, ne pas laisser passer les fameuses hallucinations, etc. etc. Et là, pour l'année prochaine, ouais, on en a déjà au moins 4 qui vont partir sur cette thématique. Hein. Donc, pour des gens qui sont professionnels dans des entreprises, qui ont des vrais besoins, hein, la personne qui doit envoyer, je ne sais pas, 50 factures ou quelque chose comme ça, bah oui, hein, si ça. Et même à l'université, hein, vraiment, vraiment indispensable. Et dans les grands services publics, je racontais à mes collègues le département de la Haute-Savoie qui gère des données très personnelles, hein, sur les gens qui habitent là-bas. Ils nous avaient demandé une stagiaire pour essayer de trouver la bonne application IA de ces 300 personnels, et peut-être 5 qui n'avaient pas déjà mis un chat GPT, un Gemini sur son poste de travail, et sans les sécurités, en cas de problème de piratage, etc. Et là, visiblement, les entreprises, et c'est ça qui est intéressant, c'est que depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, la demande a complètement changé. Avant, c'était les algorithmes. Là, c'est dans les entreprises, presque tout le monde utilise, et maintenant, il faut répondre à ce besoin-là. Donc, il y a les spécialistes de l'algorithmique qui fassent l'algorithmique, mais dans les entreprises, certainement dans les labos de recherche et un peu partout, les gens l'utilisent. Avec plus ou moins de compétences, il faut leur donner ces compétences. Merci, hein, ça donnera des arguments à Valérie pour sa présentation dans quelques minutes, hein, sur toutes les activités formation continue du MIAI à l'UGA. S'il n'y a pas d'autres questions, on va te remercier. On va passer la parole à
au prochain orateur. Bien sûr, je vais te laisser te présenter parce que bien sûr, j'ai pas mon anglais. Ah si, je vais trouver. Ben vas-y, je t'en prie. Donc oui, Michel Sève de l'UGA. Je viens vous parler, bonjour à tous déjà, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on développe sur le site santé. Alors dans la continuité de ce qui a été dit avant, pour des publics d'étudiants qui au départ ne sont pas du tout orientés sur l'intelligence artificielle, ils sont venus faire des études dans le domaine de la santé, mais évidemment avec les développements de l'IA et des applications, et là on va être vraiment dans la partie application de l'IA dans la santé, par nécessité, par obligation, ont besoin aujourd'hui d'être formés. Et donc depuis quelques années, depuis le début en fait de l'Institut, nous avons réfléchi, développé, mis en place différentes formations et nous continuons encore aujourd'hui à développer tout un continuum de formations. Pourquoi former l'IA en santé ? Parce que l'IA a déjà beaucoup transformé tout le domaine de la santé, en fait, la recherche biomédicale, le diagnostic, l'imagerie. Là, on parle depuis longtemps de médecine personnalisée, suivi des patients. Le suivi des patients aujourd'hui fait intervenir beaucoup d'IA. Et l'organisation des soins eux-mêmes, donc au-delà des gestes médicaux, des aspects purement médicaux, toute l'organisation du système de santé aujourd'hui va faire appel à l'IA. Pour cela, les professionnels de santé doivent comprendre les outils. Ils utilisent des outils qui intègrent de l'IA, mais ça ne peut pas être juste une boîte noire. Il faut comprendre comment ça fonctionne, quelles sont les limites, les biais, les conditions d'usage de ces différents outils. Et pour des étudiants qui se destinent plutôt au domaine de l'ingénierie et de la sciences des données notamment, il faut aussi comprendre les contraintes du monde clinique, donc dans l'autre sens, des problématiques biologiques, pharmaceutiques, éthiques et réglementaires du domaine de la santé. Donc nos formations s'adressent à des médecins, à des pharmaciens qui veulent acquérir un certain nombre de compétences IA, mais aussi à des étudiants qui vont suivre un cursus qui vient plus d'un monde, on va dire, informatique, voire même dans d'autres disciplines, et qui veulent s'acculturer aussi au domaine de la santé pour pouvoir faire le pont entre les deux. Donc ça ne va pas être enseigné juste comme une technologie, il va falloir développer des enseignements spécifiques avec de l'interface. Alors entre les données en santé c'est un élément très important, les problématiques de soins, le vivant, la société, et puis la responsabilité autour de tout ça. Alors notre site santé de l'Université Grenoble-Alpes, c'est un terrain naturel de l'IA appliquée, parce qu'on a une présence conjointe de deux facultés, médecine et pharmacie, donc qui développent tout un ensemble de formations. Ça représente à peu près 10 000 étudiants, pour vous dire, la médecine et la pharmacie. Pour des formations donc, sur des professionnels de santé et également des formations en ingénierie de la santé. Donc on forme des étudiants pas uniquement à la médecine et à la pharmacie, mais à tout le domaine de la santé. Et on a une proximité forte avec le centre hospitalier universitaire Grenoble-Alpes. Il y a des va-et-vient assez fréquents, à la fois des enseignants et des étudiants entre les différents, le site universitaire et le site hospitalier. Nous avons un écosystème évidemment avec MIAI autour de l'IA qui est très important. On a donc besoin de former des étudiants qui sont capables de dialoguer entre ces différentes disciplines. Alors on s'appuie sur tout un ensemble d'enseignants. On a une équipe d'enseignants et chercheurs, alors vous avez plein de noms ici. Certains sont donc dans les facultés de médecine et de pharmacie, mais d'autres viennent de différentes facultés, différentes UFR de l'université, voire même d'autres universités qui sont au sein de MIAI. Nous avons également des ingénieurs pédagogiques et numériques qui nous appuient, à la fois pour les plateformes numériques d'enseignement et à la fois pour le développement des activités pédagogiques. Donc, dans ce contexte a émergé une offre structurée autour de 3 niveaux, un niveau licence, un niveau CMI et un niveau master. Alors, je ne parlerai pas de formation continue, on fait de la formation continue où il y a de l'IA, et puis je ne vais pas parler non plus de la médecine et de la pharmacie, mais aujourd'hui, on a introduit l'IA dans tous les enseignements de médecine et de pharmacie, et je vais me concentrer surtout sur ces niveaux licence-master. Alors, on a une stratégie de formation en continuum, c'est-à-dire qu'on a commencé par monter un master 2 dans un premier temps, mais avec les années, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on organise la filière complète, et donc on a, à compter de la rentrée 2026, donc la prochaine rentrée, l'ensemble du dispositif, une licence IA et santé, avec, je vous le montrerai juste après, une acculturation assez précoce, donc on va y aller un petit peu doucement au départ sur l'IA, mais on va monter en charge tout doucement au cours de la licence,
avec des bases scientifiques, des enseignements évidemment dans le domaine de la santé, des données, de l'algorithmique. On a un master qui au départ était uniquement un master 2, donc le master qui s'appelle AI for One Health, Artificial Intelligence for One Health. One Health, c'est un concept très général, très large de la santé qui va au-delà de la santé humaine, qui englobe la santé animale notamment et la santé environnementale. Et puis à partir de la rentrée prochaine, on a également été labellisé sur un CMI, un cursus master ingénieur, qui va englober l'ensemble de ce parcours, c'est-à-dire licence plus master, donc sur les 5 années. Alors la licence IA et santé, l'objectif c'est de former tôt à la double culture, donc à la fois IA et à la fois le domaine de la santé, donc sur une licence classique, 180 crédits, de manière pluridisciplinaire, donc avec de l'intelligence artificielle, mais également différents domaines de la santé. Donc elle va ouvrir à la rentrée prochaine. Vous voyez à droite que dans les différents blocs d'enseignement, la partie verte correspond à l'application IA en santé. Donc on commence tout doucement, hein, il y a 7 crédits la première année, mais on va monter en charge tout au long des 3 années pour atteindre environ un tiers du programme sur l'IA. À côté de ça, il y a des enseignements sur les sciences technologies pour la santé, les sciences biologiques pour la santé, des UE d'ouverture et puis d'autres types d'activités. Vous voyez que ces autres UE, notamment les sciences biologiques, qui commencent très fortes au départ, vont, à l'inverse de la partie IA, décroître au cours des 3 années pour passer donc d'un tiers du programme à 6 crédits au cours de la 3e année. Alors l'objectif, ce n'est pas de transformer tous les étudiants en data scientists ou en spécialistes de l'IA, c'est créer une génération de professionnels qui est capable de comprendre, de se questionner, d'utiliser l'IA en santé et qui vont leur permettre d'aborder le 2e niveau qui est le niveau du master. Alors le master AI for One Health, qui existe déjà depuis quelques années, est une spécialisation alors internationale et interdisciplinaire. International, il est entièrement en anglais et il a une particularité, c'est qu'il est entièrement dématérialisé, 100% du master est suivi à distance. Et donc nos étudiants sont sur toute la planète. On a des étudiants qui vont en gros de l'île d'Hawaï jusqu'au Japon. Donc avec une gestion évidemment assez complexe par rapport au fuseau horaire et à l'organisation des activités synchrones. Donc nous faisons appel évidemment à différents types d'interventions pédagogiques, des enregistrements de cours, mais aussi de la visioconférence en tenant compte des horaires de chaque étudiant. On a environ 50 inscrits par an. Alors il y a différents, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, il y a différentes parties. Il y a notamment des enseignements sur les méthodes d'IA, machine learning, deep learning, etc. Il y a des parties sur l'application santé, diagnostic, imagerie, suivi, décision, trajectoire de patient, médecine personnalisée. Une partie sur les enjeux responsables, éthique, droit, biais, explicabilité, protection des données. Et puis une approche One Health, puisque c'est dans le titre du master. Donc santé humaine, bien sûr, mais on aborde également des aspects environnementaux, des données populationnelles, la prévention, la santé animale également. Le CMI, donc c'est un cursus master ingénieur, c'est un cursus qui va englober les 5 années, licence plus master, donc 300 crédits, plus 6 crédits par semestre, ce qui représente à la fin des 5 années une année supplémentaire. En gros, on fait 6 ans en 5 ans. Et l'étudiant reçoit bien sûr son diplôme de licence et de master, il est dans un cursus intégré, mais il reçoit également le label, donc le CMI IA à l'issue des 5 ans. Les CMI sont labellisés par un réseau qui s'appelle le réseau Figure et qui a reçu un mandat donc, dans le cadre d'un appel d'offres Investir l'avenir. Et donc ces CMI sont inscrits dans Parcoursup et font partie des choix qu'un étudiant du lycée au niveau du bac peut choisir. Une fois que l'étudiant est accepté dans le programme, à condition qu'il valide chaque année, il est donc dans une trajectoire sur les 5 années complètes. Donc là, on a une formation qui est renforcée, notamment par des projets, des stages, des activités de recherche. Il y a une ouverture internationale puisqu'on inclut une mobilité obligatoire au cours des 5 ans. Et donc, on va avoir des étudiants qui auront des profils hybrides, santé, ingénierie, données, IA, innovation. C'est une formation qui est adaptée aux interfaces, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale, l'industrie de santé, tout ce qui est autour des dispositifs médicaux qui aujourd'hui embarquent beaucoup d'IA, la santé numérique, l'imagerie, les biotechnologies et l'innovation clinique. Donc il y a une continuité pédagogique sur ces 5 années. Les étudiants vont construire progressivement leurs compétences, leur réseau et leurs projets professionnels. Et une spécificité, c'est que ces formations sont portées bien sûr par l'UFR de pharmacie, mais sont coportées par les laboratoires et des entreprises. Donc vous avez un ensemble de logos à droite
qui sont les laboratoires qui ont signé une lettre d'engagement en tant que coporteurs et également un certain nombre d'entreprises. Alors ce nombre de laboratoires et d'entreprises n'est pas fermé. Et d'ailleurs, s'il y a des gens dans la salle des laboratoires ou des entreprises qui souhaiteraient participer à ce CMI, c'est bien sûr ouvert. Alors sur l'ensemble de ces formations, licence master, on a mis en œuvre des pédagogies qui sont orientées vers les compétences, bien sûr, l'acquisition des compétences, alors bien sûr en IA, mais aussi sur tous les autres domaines, dans le domaine de l'application santé. On fait beaucoup d'apprentissage par projet. On utilise beaucoup de cas d'usage et notamment notre contexte avec le centre hospitalier nous permet d'alimenter en fait notre enseignement par rapport à des cas d'usage, donc des données cliniques, imagerie, biologie, des données environnementales dans le domaine de la pharmacie également et de la prévention. On travaille en équipe pluridisciplinaire, on fait travailler les étudiants en aspect pluridisciplinaire, on les forme à la lecture critique des résultats produits par l'IA, on les sensibilise au biais, à l'explicabilité, à la reproductibilité, à la qualité des données. Et dans le cadre de ces formations, nous organisons également des écoles intensives, donc sur des sujets qui vont être travaillés de manière très intense par les étudiants, soit en présentiel. On a un site qui est basé sur Archamps, à côté de Genève, donc où nous organisons toutes les écoles dans le domaine de la santé, ou alors en dématérialisé, c'est le cas pour le Master IA for One Health, puisque les étudiants sont à distance, et donc nous les faisons travailler en école intensive, ensemble, mais de manière à distance. On utilise deux plateformes, une plateforme nationale UNES qui permet d'avoir tous les cours et les évaluations. C'est celle qu'on utilise aussi pour les formations de médecins, de pharmaciens. On l'utilise pour nos licences, pour nos masters. Et puis une deuxième plateforme, je voulais vous en parler, qu'on a créée depuis déjà quelques années, qui est une plateforme dédiée à l'apprentissage de l'IA et notamment qui embarque aussi des données spécifiquement dans le domaine santé et environnement. Cette plateforme, elle s'appelle DOORS, Digital Open Online Resource Sharing. C'est une plateforme que nous avons développée et qui, donc sur la base d'un Jupyter Lab et de cahiers électroniques, avec des modules de santé numérique complets. Il y a une formation par la pratique des étudiants qui vont pouvoir accéder à des jeux de données et à la mise en œuvre d'algorithmes, mais de manière accompagnée et dans le cadre d'un espace de travail numérique sécurisé. Cette plateforme DOORS, elle a été financée à la fois par MIAI, elle est financée aussi par un CMA santé numérique. Nous avons obtenu un financement du ministère là-dessus. Et nous avons aujourd'hui, depuis septembre 2024, donc ça fait 2 ans, formé plus de 2500 étudiants à l'IA avec les applications santé. Et nous avons aujourd'hui 25 travaux pratiques qui sont disponibles sur cette plateforme. Donc le responsable est Sylvain Kotsky et Calvin Massonnet-Turner. Donc l'adresse c'est doors.univ-grenoble-al.fr. Alors je termine rapidement. J'ai un point important dans ces licences master, CMI, toutes ces formations que l'on développe, c'est l'articulation avec la recherche, le centre hospitalier et tout l'écosystème MIAI. Donc notre objectif, c'est pas juste de délivrer des cours, de mettre de l'IA, un petit peu d'IA, je dirais, à côté des formations classiques qu'on peut faire dans le domaine de la santé, des technologies pour la santé. Mais on essaye de connecter au maximum les étudiants avec les laboratoires, du site santé d'abord, mais avec d'autres laboratoires aussi, notamment les étudiants qui sont à travers le monde. Nous les encourageons à se connecter aux laboratoires qui sont dans les différents pays, à se connecter avec les différents liens des thématiques MIAI, notamment l'IA fiable, le domaine santé, les données, l'interdisciplinarité, des interactions avec le centre hospitalier et les terrains cliniques. Nous leur ouvrons des possibilités de stages, de projets, des cas d'usage, des challenges étudiants, type hackathon, et la contribution à la transformation numérique des métiers de la santé, puisque c'est un domaine qui évolue très rapidement, et donc chaque année, il faut évidemment faire évoluer le contenu des enseignements et les objectifs en termes de compétences pour les étudiants, pour cadrer vraiment avec les attentes, que ce soit des hôpitaux, de l'industrie de la santé, ou des laboratoires de recherche dans ce domaine-là. C'était la diapo 10, il y a une petite erreur sur la numérotation. Quelques enjeux à venir. D'abord, c'est massifier l'acculturation à l'IA pour tous les étudiants en santé. Donc, dans le cadre du CMA santé numérique qui s'appelle PFDS, c'est l'objectif et nous sommes en train de le réaliser. Donc, nous formons plusieurs milliers d'étudiants à l'IA. Alors, soit juste d'un point de vue culture générale, je dirais, jusqu'à des formations, comme je vous l'ai montré dans les licences et masters, des formations qui sont très pointues, très avancées. Former des spécialistes hybrides capables de développer, évaluer, déployer des solutions d'IA dans le domaine santé, renforcer les liens avec les terrains cliniques et industriels, former à une IA responsable, explicable, éthique, sobre et utile. C'est un enjeu important. C'est compliqué auprès des étudiants
en santé, qui, quand ils vont en stage à l'hôpital, prennent en photo tout le dossier du patient et le mettre sur ChatGPT ou autre. Et donc, on retrouve là-dedans l'ensemble des dossiers de tous les patients qui sont hospitalisés au jour J. Donc, il a fallu leur expliquer que ça, c'est pas possible. Et donc, développer aussi des IA qui nous permettent de faire l'analyse de dossiers médicaux sans, je dirais, balancer l'ensemble du dossier médical d'un patient sur les réseaux. Et puis, ne pas former seulement à l'utilisation des outils, mais à leur évaluation critique, c'est un point important. Et nos enjeux à très court terme, c'est la création de la licence. Elle va démarrer à la rentrée. Donc là, on recrute déjà les étudiants. La licence, elle va commencer petit, mais elle va grossir. On en a une autre, on a fait pareil sur les biotechnologies. On avait commencé avec quelques étudiants. Aujourd'hui, on est à près de 400 étudiants dans le domaine licence biotech et 400 sur le master. Donc on est à 800 étudiants sur ce domaine-là. Donc notre objectif, c'est aussi d'avoir demain 500 à 1000 étudiants dans le domaine de l'IA et santé. Renforcement des parcours Bioengineering, donc ça c'est le nom du parcours global. MIDIP, j'en ai pas parlé, on a un parcours autour de la pharmacologie aussi qui utilise pas mal l'IA, et puis AI for One Health du master ingénierie de la santé. Former aux usages professionnels de l'IA dans les études de pharmacie et les parcours du master donc IS non spécialisé en IA. Le but c'est de déployer des modules d'enseignement à tous les étudiants et pas ceux qui se destinent à travailler dans le domaine de IA et santé. Tout étudiant, même le pharmacien qui va se retrouver dans une officine, doit apprendre l'IA, doit apprendre les datas et doit savoir comment on gère tout ça et pouvoir l'expliquer aussi aux patients qui viennent le voir. Et puis développer des projets interdisciplinaires en IA pour la santé à travers des hackathons. Donc ça, on aime beaucoup, faire travailler les étudiants et notamment en interdisciplinaire avec d'autres types de formations. On peut l'imaginer, d'ailleurs, j'ai vu d'autres masters qui ont présenté avant, on peut imaginer d'organiser des hackathons croisés entre masters avec des équipes pluridisciplinaires. Donc on peut faire des choses intéressantes dans le cadre notamment de l'Institut. Voilà, une ambition, former des passeurs entre IA et santé. Donc il nous faut vraiment ce pont-là. Former des étudiants qui sont capables de faire ce lien entre les données, les algorithmes, les besoins cliniques, les enjeux de santé publique, les responsabilités éthiques. Donc, avec ces différents types de formations, on essaye de construire un peu un continuum de formation originale au service d'une intelligence artificielle utile, responsable et réellement intégrée aux enjeux de santé. Voilà. Vous pouvez me contacter et je ferai le relais auprès de tous nos collègues, puisque vous avez vu, on est une équipe qui est quand même assez importante et qui grossit régulièrement. Merci de... Merci beaucoup. Ça nous a remontré que la culturation à l'IA était importante, la souveraineté des données, ne pas faire n'importe quoi avec les données, et puis à côté, la recherche, créer des outils qui sont assez performants pour rivaliser avec des chats GPT, parce que par exemple, ils seraient beaucoup plus spécialisés sur les données médicales. Y a-t-il des questions dans la salle avant l'intervention suivante? Oui. Bonjour, je m'appelle Pietro Ferra et ma question concerne plutôt les instruments d'aide au diagnostic. Est-ce que dans la formation, il y a cette vision d'aide au diagnostic et pas forcément d'utiliser l'IA génératif et qui puisse être dans l'équipement? Et comment ça marche? Alors, de manière assez peut-être particulière, finalement, il n'y a pas tant d'IA générative que ça dans nos formations, parce qu'aujourd'hui, dans la santé, justement, une grosse partie de l'IA, elle est beaucoup embarquée, et notamment dans les dispositifs médicaux. Elle est des fois un petit peu cachée derrière différents outils qu'utilisent les médecins, les pharmaciens, etc. Et il y a de l'IA générative, hein, et on l'a inclus d'ailleurs dans DORS, on a une IA et on essaye de s'affranchir des IA, enfin on essaye de développer notre propre IA, mais finalement c'est pas tellement... Alors l'IA générative, elle est utilisée notamment dans les étudiants, hein, parce que les étudiants vont mettre tout de suite, dire voilà, le patient il associe cela, qu'est-ce qu'il faudrait que je dise pour briller un petit peu devant les autres, mais on peut utiliser l'IA générative, mais surtout, nous, ce qu'on essaye d'enseigner, c'est toute l'IA qui n'est pas visible, justement. C'est-à-dire, on utilise beaucoup d'équipements, y compris dans le diagnostic. On a des automates, par exemple, pour réaliser comment on va faire une prise de sang, hein, on va mesurer un certain nombre de paramètres. Et puis derrière, on a des résultats et il y a de l'IA qui va venir regarder ces résultats et nous servir un petit peu des choses déjà un peu prédigérées pour que à la fois le médecin, le pharmacien, etc. puissent avoir des informations détaillées. Et le but, c'est d'expliquer aux étudiants qu'est-ce qu'il y a là derrière,
comment il faut utiliser ces outils-là, comment on va les développer aussi, parce que pas mal de nos étudiants vont finir dans le domaine de la recherche et du développement. Et donc, quelles sont les attentes aussi des professionnels de santé? Qu'est-ce qu'on aurait besoin comme outil supplémentaire? Donc, on a besoin d'IA générative, mais on a besoin aussi de tout un ensemble d'outils qui ne sont pas forcément aussi visibles que juste mettre un prompt avec un petit texte sur quelque chose. Donc, dans nos enseignements, il y a un peu de tout, voilà. Et donc, il y a une partie diagnostique, on a des modules d'enseignement sur les marqueurs, les biomarqueurs. On a des modules, par exemple, sur les trajectoires de patients, donc ils vont inclure à la fois des données biologiques, mais aussi des données qui sont issues des observations du médecin, de l'environnement du patient, par exemple. Donc, on peut jouer avec des paramètres qui viennent de différents niveaux. On a eu temps pour une toute dernière question rapide. Sinon, on va remercier Michel Sève. En attendant que Valérie Parra s'installe, je peux faire le lien, ce que pensent les étudiants. Demain après-midi, si vous êtes enseignant ou parent, vous êtes intéressé à la pédagogie, ou prof, bien sûr, vous êtes intéressé à la pédagogie de manière générale, il y aura sans doute une très intéressante session dans laquelle vous aurez, par exemple, une enquête menée auprès des étudiants et la manière dont ils utilisent l'IA générative, voilà, en complément de ce que Michel Sève vient de dire. Et là, donc, on accueille Valérie Parra, qui est chargée d'affaires à l'université Grenoble-Alpes, Grenoble-INP. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis effectivement chargée d'affaires pour le MIAI. Donc, mon rôle, c'est d'aller voir les entreprises et de comprendre leurs besoins de monter en compétences sur le sujet, justement, de l'IA pour leurs salariés. Donc, comme ce matin Philippe vous a dit, depuis 2 ans, l'offre s'est vraiment élargie. La demande aussi de formation s'est bien élargie, et notamment la demande d'acculturation. Et c'est donc l'objet de ma présentation rapide, c'est de vous expliquer un petit peu comment fonctionne la formation continue au sein du MIAI et de vous expliquer rapidement l'offre de formation. Donc, pour faire de la formation continue, il faut être organisme de formation. Le cluster n'étant pas un organisme de formation, elle est donc portée par les 2 organismes de formation à l'UGA, donc qui sont l'ADFCA côté UGA et le DFP côté INP. Donc, ces 2 organismes de formation qui sont donc Calliope, et c'est pour ça qu'on peut faire de la formation continue, d'avoir les dispositifs de financement au sein des entreprises. Au niveau des demandes en fait, de clients, effectivement, depuis 2 ans, on a eu une grosse demande de sensibilisation. Donc, on l'a vu dans les précédentes présentations. Les collectivités locales et les instituts se rendent compte que, en fait, il faut savoir utiliser l'IA et surtout les IA génératives. Donc, on a vraiment sensibilisé beaucoup de collectivités locales. Il manque un logo, c'est le plus gros en plus, mais on va revenir en arrière. Bon, il manque le logo du département, qui était juste à côté. Par exemple, pour le département de l'Isère, on a déjà sensibilisé plus de 1000 de leurs agents, puisqu'ils ont déployé une solution d'IA générative en interne, et ils avaient besoin qu'on forme tous leurs agents. On forme aussi la métro, la préfecture, les finances publiques. Et on a de plus en plus de demandes. Donc là, je remercie les ingénieurs pédagogiques de Ephelia ou du MIAI qui sont toujours présents et disponibles pour ces interventions. Ces objectifs, c'est à chaque fois d'acculturer les équipes. C'est des formats très courts, de 2 à 4 heures. Et en fait, on va vraiment à la fois faire un état des lieux sur l'historique de l'IA, les IA génératives, et leur faire 2-3 cas d'usage pour qu'ils se rendent compte de comment mieux l'utiliser, comment l'utiliser de façon plus éthique, de façon plus sobre, etc. On a aussi donc un autre format qui est... On va y arriver. Voilà. Les formations express au catalogue. Express, pour nous, c'est 2 jours. Donc, c'est des formats assez courts. Les sujets sont assez vastes. On a donc l'IA pour l'industrie, un sujet sur les enjeux sociétaux et les enjeux environnementaux de l'IA. On en parlait sur la précédente intervention, et c'est notamment Didier qui l'a fait, donc c'est les formations sur le prompt engineering. Et ça, c'est des formations qui sont sur le catalogue, ouvertes à l'année, et les gens peuvent s'inscrire individuellement. Et derrière, le but, c'est de développer une ou plusieurs compétences
spécifiques pour mieux pouvoir travailler ensuite au sein de son entreprise. Donc là, c'est principalement des entreprises privées qui s'inscrivent. Et au fur et à mesure, en fait, on ouvre le catalogue aux nouvelles formations en fonction de la demande. Avant, jusqu'à l'année dernière, on avait que 3 formations. Et puis, la formation au prompt engineering, elle nous a été demandée sur du sur-mesure. On l'a ensuite déployée au catalogue. Donc, on fait vraiment... le catalogue évolue chaque année. On a ensuite des formations sur mesure. Ces formations-là, ça va être pour monter en compétence d'une équipe globale. Donc, ça va être une entreprise qui nous sollicite pour former plusieurs de ses collaborateurs. Donc là, je vais co-construire à la fois avec donc l'enseignant-chercheur ou l'ingénieur pédagogique, les opérationnels de l'entreprise et les RH ainsi que moi-même. On se met tous autour de la table et on va vraiment co-construire une formation sur mesure. Le but, c'est vraiment cette montée en compétences et un appui vraiment stratégique pour l'entreprise. C'est pareil, toujours des formats courts. Ça peut être 2 jours d'affilée, ça peut être 3 fois un jour si c'est 3 jours. On fait vraiment à la demande de l'entreprise et on peut aussi se déplacer au sein des entreprises. Donc il y a des formations assez diverses. Il y en a, je ne peux pas mettre tous les logos parce qu'il y a aussi, on est sollicité soit par des gros groupes, soit par des startups qui du coup ont des projets plus confidentiels, donc on n'a pas le droit d'en parler. Mais il ne faut pas hésiter à nous solliciter parce que l'avantage qu'on a, c'est que grâce à l'écosystème de l'UGA, les laboratoires, les enseignants-chercheurs et la disponibilité des ingénieurs pédagogiques de MIAI, on peut vraiment répondre à clairement tous les besoins des entreprises. Et il y a d'ailleurs aussi une possibilité, si vous avez des besoins d'intervention d'enseignants-chercheurs sur de l'état de l'art et que vous voulez booster une partie d'innovation, on peut aussi faire ça. Les formations, ce qu'on appelle nous perfectionnement, ça c'est des formats plus longs qui sont 2 jours par mois pendant 10 mois, qui du coup permettent d'aller plus loin avec mise en place d'un plan d'action pour son entreprise. Donc il y a un certificat de compétences sur la gestion de projets d'IA et un certificat de compétences plutôt sur l'IoT. Et enfin, donc, pareil, Philippe en a parlé ce matin, le procès de l'IA, il y a déjà eu une vingtaine de représentations par l'équipe de Jean-Luc depuis 2 ans. Et là, en fait, les entreprises commencent à nous solliciter parce que c'est un format hyper dynamique et très apprécié justement sur cette phase de sensibilisation des collaborateurs. Donc, la prochaine intervention au sein des structures sera donc à Innovallée au mois de septembre. Donc, Innovallée, c'est la technopole des entreprises de Mélan et de Montbonneau. Ce sera entre midi et 2 et le but, ça va vraiment être sur un format théâtralisé et très dynamique, pouvoir parler de tous ces sujets d'IA. Donc voilà, c'était une rapide présentation. Si vous vous pouvez me contacter si vous êtes à la fois enseignant-chercheur et que des entreprises vous sollicitent pour de la formation continue, ou en tant qu'entreprise ou collectivité locale ou pôle de compétitivité, si vous avez besoin d'accompagner vos salariés ou vos adhérents pour cette montée en compétences, parce que c'est vrai qu'on a vraiment un panel de formation très large et on a quintuplé le nombre de formations et de sessions cette année et on va pouvoir continuer comme ça parce qu'il y a un large panel d'expertise au sein du MIAI et on peut vraiment accompagner beaucoup de structures. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions sur les enjeux de formation continue, des besoins de formation? Vous n'hésitez pas à aller voir Valérie juste après, ou vous pouvez intervenir devant tout le monde si vous voulez. Je te t'amène là. Non, parce qu'il faut parce que c'est pour les gens à distance. C'est une remarque générale. Vous faites des formations vers les étudiants, vers les entreprises, etc. Mais vous ne faites pas de formation vers le milieu universitaire. Pourtant, pour la plupart des universitaires, CNRS, chercheurs, c'est aussi un sujet nouveau. C'est aussi un sujet dont ils ont besoin de s'approprier les tenants et les aboutissants, voire d'apprendre. Et il me semble que c'est fort dommage qu'il n'y ait pas quelque chose comme formation permanente en interne. Quand je dis interne, je ne dis pas UGA, je veux dire milieu universitaire. Ça me semble manquer vraiment.
Alors ça peut peut-être manquer, même si, par exemple, nous, à l'UIT2, avec François Porté, on a essayé de former tous nos collègues, et puis on a fait des formations de sensibilisation via Ficelle. Voilà, c'est en 3 heures l'IA assez rapide. Par contre, là, on va bientôt avoir des actions de formation des formateurs. Voilà, donc avec des collègues ou des entreprises qui seront là justement pour former les enseignants chercheurs et les chercheurs du site. Voilà, donc c'est peut-être le cas actuellement, effectivement, mais ça va vraiment se lancer. Par exemple, le contenu du premier master qui a été présenté, oui, tout à fait. Oui. La question, c'est sur le premier master, voilà, avoir une version de ce premier master, par exemple, qui serait possible de suivre de manière continue. Je l'entends, je ne sais pas si les collègues ils ont prévu de faire ça, mais effectivement, ça serait sans doute intéressant pour que l'ensemble des gens puissent monter en compétences. J'ai effectivement un collègue de droit, moi, qui m'a demandé si ça serait ridicule pour lui de recommencer une licence, de commencer une licence d'informatique. Alors voilà, bon, on a des projets de licence d'informatique, voilà, qui seraient avec une option intelligence artificielle. Ça pourrait se décliner dans d'autres endroits, peut-être. C'est pour tout ce qui est public empêché, personnes en situation de handicap ou sportifs de haut niveau, mais on pourrait très bien imaginer des enseignants d'autres disciplines qui suivraient à leur rythme les différents modules. Voilà, donc peut-être que tu veux compléter, Emmanuel. Merci. Pour une formation plutôt en ingénierie et en IA, il y a la formation FIDLE, qui est du coup à distance et qui a un niveau trop haut apparemment, si je comprends bien. Trop bas. Ah. Mais vous avez suivi les modules après le module 1, enfin parce que le module 2, 3, 4, ça, voilà, c'est un peu plus haut en termes d'ingénierie. Et après, sinon, je voulais ajouter que sur la formation des formateurs, dans le cadre de MIAI Cluster, on est en train de monter un programme de formation pour les enseignants-chercheurs de l'université, enfin de nos 3 universités, donc UCA, USMB et UGA, qui sera en 3 phases. La première phase, elle sera sur IA et pédagogie. Donc ça, c'est une formation du coup qui sera globale aux 3 sites, donnée par les ingénieurs pédagogiques des 3 sites via le département du CAP, de Apprendre et de l'IPA, si ça vous parle. La deuxième phase, on va faire travailler nos ingénieurs de recherche en IA sur les IA plus X pour venir au sein de toutes les composantes pour faire de l'acculturation sur le IA plus X chez vous, et ensuite on va passer par une prestation de service externe pour vous accompagner également à développer vos propres TD d'IA associés à votre discipline. Donc voilà, ça va arriver sur, on espère à partir de septembre 2026 pour le IA et pédagogie. On va vous en parler demain lors de la table ronde. Et pour le reste, ce sera plutôt sur 2027. Voilà, merci. Il y a une petite dernière... on a encore le temps, on a encore 5 minutes, donc je vous laisserai la parole à tous les deux. Essaye de faire synthétique quand même. Je veux bien dire juste un mot sur ce problème de formation. Alors c'est rare que je le dise, mais je crois qu'on va manquer d'informaticiens, de gens suffisamment compétents pour le faire. Alors, pour la petite histoire, je fais partie d'une association, j'aurais jamais dit que je travaillais sur l'IA. D'abord, les gens en général ne comprennent pas ce que c'est. Et finalement, ils me racontent à peu près tous, on va dire c'est des gens employés, cadres, etc. Toutes les discussions tournent autour d'IA et ils m'expliquent tous. Alors, je ne dis pas que je suis un très grand professionnel, hein. Ils me disent tous comment on fait des bons prompts. Et c'est devenu un objet social maintenant, l'IA. C'est ça le danger. Et c'est probablement pour ça que c'est important qu'il y ait des réunions comme ça. C'est que les gens se les sont appropriés.
les qualités de l'IA. Moi, ça m'arrive, les gens que je rencontre, ils m'expliquent comment faire un bon prompting. Bon, alors qu'ils ne sont pas ni informaticiens, ni spécialistes de l'IA. Et l'IA, là, elle est en train de basculer. Alors, c'est les sociologues qui m'ont expliqué ça. Hein. Ça devient un objet social indépendamment un peu des vrais chercheurs en IA, des gens qui font des algorithmes, etc. Hein. Et ma fille a eu la bonne idée de m'inscrire sur Instagram. Et alors là, si vous voulez des avis de gens qui ont l'air très jeunes, hein, je ne doute pas de leurs compétences, mais quand même un peu, hein, je pense qu'il y en a, ils sont à peine majeurs, qui vous donnent des cours de prompting. Alors, dans le meilleur des cas, ils ont lu à peu près la description qui est donnée par le fournisseur, mais de ce que je sais, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, les conseils qu'ils donnent. Et dans les entreprises, les échos qu'on a via nos étudiants, c'est celui qui était à un poste d'informaticien ou celui qui était un peu dégourdi a formé informellement ses autres collègues à l'utilisation de l'IA. Hein, et ça peut donner, à mon avis, des catastrophes. Hein. Et là, je pense qu'il faudra effectivement, je suis d'accord avec vous, que ça devienne formel. Et une formation, ne serait-ce que de quelques heures, mais il en faudrait à mon avis plus sur le prompting, il faut qu'elle soit faite par des gens très compétents. Parce que les gens ont déjà commencé à penser, les gens de la rue, l'homme de la rue, celui qui n'existe pas, hein, commencent à penser qu'ils comprennent l'IA et qu'ils comprennent en plus comment mieux la gérer. Hein. Ça devient un phénomène assez curieux. Hein, moi, je savais programmer, mais je ne pensais pas être un génie de l'IA. Mais les gens qu'on côtoie, nous tous, hein, dans notre vie, se sont appropriés cet objet et l'utilisent, et parfois l'utilisent pour former leurs collègues de travail. Hein, nous, on a vu des exemples comme ça dans des organismes publics. C'est assez inquiétant et je pense qu'il faut beaucoup développer la formation. Eh bien, merci. Non, s'il n'y a plus de questions, bah ça m'arrange dans un sens, parce que comme ça, on va tenir les temps. Merci Valérie. Et, oui, et je laisse la parole à notre directeur. Effectivement, tout ce que vous avez vu est évidemment vrai. Je me permets d'intervenir parce qu'il y a plusieurs niveaux d'utilisation de l'IA. Donc il y a effectivement le prompting, et je suis d'accord avec le commentaire qu'on pense savoir le faire alors qu'en fait on ne sait encore pas, il faut juste l'apprendre. Il y a 10 ans de ça, on ne savait pas utiliser Internet, maintenant on sait. Par rapport à votre commentaire, j'ai tendance à dire que si vous ne trouvez pas votre bonheur dans Fiddle, ça veut dire que vous avez dépassé les compétences que Fiddle vous amène. Et si vos travaux sont des travaux de recherche, on met également à disposition des ingénieurs de recherche pour vous aider à mettre en œuvre de l'IA. Donc, c'est une chose. Ce que je remarque, et particulièrement, je l'avais déjà vu un peu dans mon job d'avant, mais je le vois assez criant à MIAI depuis les quelques mois où je suis dans le cluster, il y a un réel, je ne trouve pas le mot français, grand écart entre la recherche dans l'IA et l'application de l'IA. Et aujourd'hui, et je rejoins également ce qui a été dit, on va manquer cruellement d'ingénieurs d'application. Alors, c'est une bonne nouvelle, moi je suis ingénieur, hein, donc bon, je suis en fin de carrière. Mais bon. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas à venir au contact de notamment Sophie Achard pour essayer de qualifier effectivement votre besoin, qu'on le comprenne un peu mieux et qu'on y réponde. Parce qu'en fait, MIAI, c'est ça aussi. Hein. Voilà. Je crois que c'était l'heure de la pause, hein, c'est ça. Donc bonne pause, on reprend à 16h. Merci beaucoup.